Bienvenue dans la petite histoire et aujourd'hui pour ce troisième épisode consacré au grand chef de guerre de l'histoire de France, j'ai choisi de vous parler d'un général injustement, très injustement méconnu, Édouard de Castelnau. Il s'est illustré particulièrement pendant la Grande Guerre, il a sauvé Nancy, il a sauvé Verdun, il a sauvé des milliers d'hommes, ces hommes desquels il était proche et qu'il comprenait. Il a remporté des victoires éclatantes, il a mené ses combats avec un sens tactique et une intelligence remarquables, il a occupé les plus hautes fonctions au sein de l'état-major et pourtant, à l'issue de la guerre, il n'obtiendra pas son bâton de maréchal. Le peuple qu'il aimait beaucoup le réclamait pour lui, mais parce qu'il était de croyance catholique affichée et aussi, disait-on, royaliste et conservateur, la République lui refusera cet honneur militaire. Il disparaîtra d'ailleurs progressivement de l'histoire parce qu'il n'écrira pas ses mémoires, il ne se pavanera pas, il se tiendra plutôt à l'écart des cérémonies officielles. C'est pourquoi il est le maréchal oublié de cette grande guerre et que je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Issu d'une très vieille famille aristocratique, pour vous dire, son nom remonte aux croisades, Édouard de Castelnau, né en 1851 à Saint-Affrique dans l'Aveyron, et sa famille a beau être issue de la noblesse, sa condition est très modeste. Il passe son enfance à la campagne, au milieu des paysans, ce qui, malgré sa petite taille, lui offrira un physique très entretenu, qu'il conservera d'ailleurs jusqu'à un âge très avancé, ce qui le distinguera largement des autres généraux, sur ce plan comme sur d'autres d'ailleurs. Parce qu'on peut parler aussi du plan intellectuel, c'est son père qui lui transmettra sa très grande culture, et ainsi en plus d'être athlétique, Édouard de Castelnau fera montre de ses nombreuses connaissances plus d'une fois. Et cette enfance, enfin, dans le monde rural, lui donnera ce côté authentique, proche des gens, proche des soldats, un trait de caractère qui, là aussi, le distinguera du reste de l'état-major. Il intègre Saint-Cyr en 1869, puis, lorsque la guerre franco-prussienne éclate, il a 18 ans. Il est capitaine dans l'armée de la Loire, armée de la Loire avec laquelle il subit les mêmes échecs que le reste de l'armée, mais il se démarque déjà comme l'un des meilleurs officiers de ce conflit. Il fait l'école de guerre en 1878 et grâce à ses états de service, il est très vite repéré, affecté à Paris en tant que chef du premier bureau du grand état-major, mais quelque chose va venir freiner son ascension. Après l'affaire Dreyfus, un grand vent d'anticléricalisme souffle sur l'armée, les officiers catholiques sont traqués, fichés, écarté, mis au placard, et comme de Castelnau ne cache pas sa foi, il en pâtit. Finalement, c'est Paul Doumer, président de la Chambre des députés, qui le remarque malgré tout et le fait nommer général en 1906. En 1911, il est placé en tant que second du général Joffre, nouveau chef des armées, et on lui confie la mission de préparer l'armée à la guerre qui s'annonce. C'est ainsi qu'il préconise entre autres l'extension du service militaire à 3 ans, ce qui lui vaudra une haine implacable de la part des radicaux socialistes qui le surnommeront le Capucin botté et se mettront toujours en travers de sa route. C'est pour cette raison, cette opposition des députés radicaux socialistes, que Castelnau ne sera jamais généralissime, jamais maréchal non plus d'ailleurs, et qu'il sera de ce fait toujours soumis à Joffre, qui fera tout son possible pour l'empêcher d'exister. Lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, Castelnau est à la tête de la deuxième armée et comme les autres, il subit la déroute face à l'offensive allemande, sauf que lui, il ne se laisse pas abattre. Il fait retraite sur Nancy, qu'il connaît bien, et alors que les Allemands y voient l'opportunité rêvée de s'en emparer, Castelnau surgit avec ses hommes du haut des collines, et au cri de « en avant, partout et à fond », il les prend de flanc, remportant la victoire décisive de la Trouée des Charmes. Cette victoire lui vaut le surnom de sauveur de Nancy et permet aux Français de préparer la grande contre-offensive de la Marne quelques jours plus tard. Et déjà, les Allemands eux-mêmes admirent Castelnau. Le général Van Kluck dira, je cite, « L'adversaire français vers lequel sont allées instinctivement nos sympathies, à cause de son grand talent militaire et de sa chevalerie, c'est le général de Castelnau.
et j'aimerais qu'il le sût. Ensuite, c'est la guerre des tranchées qui commence, et là aussi, dans cette nouvelle configuration, il est l'un des seuls à réussir à s'adapter. Il est proche de ses hommes, il les ménage, il refuse, comme Pétain, la doctrine de l'offensive à outrance, où on sacrifie des milliers de soldats pour quelques mètres de terrain. Il démontre encore une fois toute son intelligence stratégique au sens large cette fois, puisqu'il préconise d'adopter une attitude défensive sur le front occidental tout en lançant une grande opération sur les Balkans. Pourquoi les Balkans? Parce qu'il suffirait d'un débarquement franco-britannique dans cette région pour faire définitivement basculer l'Italie, la Roumanie et la Bulgarie du côté de l'entente, ce qui porterait un coup mortel à l'Allemagne. Ce plan est également soutenu par Churchill, mais en France, on ne l'écoute pas. Joffre le premier qui préférera poursuivre ses efforts meurtriers sur le front. Castelnau poursuit donc la guerre à la tête du groupe d'armée centre et réalise quelques hauts faits d'armes comme la percée de 25 km en Champagne en 1915, ce qui lui vaudra d'être élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur, puis d'être promu adjoint du généralissime Joffre. Mais là où il va le plus s'illustrer et de manière décisive, vitale même, c'est à Verdun. Dès le début de l'année 1916, Édouard de Castelnau prévient Joffre de l'imminence d'une attaque allemande massive sur Verdun. Mais le généralissime balaye ça d'un revers de main, il n'y croit pas une seconde. Malgré tout, contre l'avis de Joffre, Castelnau fait renforcer les défenses de Verdun en créant des aménagements défensifs et surtout en envoyant des troupes en renfort, une décision qui s'avérera cruciale pour les premiers jours de la terrible attaque qui s'annonce. Et lorsque celle-ci se produit, le 21 février, de Castelnau fait aussitôt évacuer les civils de la ville et commande les défenses au cours de ces premières journées décisive. Avec force, il convainc même l'état-major de ne surtout pas céder aux Allemands la rive droite de la Meuse. Puis c'est lui qui nomme Pétain pour mener la suite des combats. Si Verdun a tenu pendant les premiers jours de l'assaut, et si ensuite les Français y ont contenu puis vaincu les Allemands avec la grande offensive de novembre 1916, qu'il commande contre l'avis de Joffre encore une fois, tout ça c'est grâce au général de Castelnau. À la fin de la guerre, il est à la tête du groupe armé Est et mène une brillante bataille en Lorraine pendant la contre-offensive de la Marne. Et alors qu'il est sur le point de percer jusqu'en Allemagne, l'armistice, signé beaucoup trop tôt, je le rappelle, merci Clémenceau, le larbin des Anglais, l'armistice vient le stopper net dans son action. Après la guerre, il ne reçoit pas son bâton de maréchal, au grand étonnement de la population, mais que voulez-vous, l'hostilité des députés radicaux socialistes, celle de Clémenceau, et surtout son inexcusable foi catholique, son côté royaliste et conservateur, auront eu raison de cette récompense. Il se lance ensuite dans une carrière politique, il succède à Maurice Barrès à la tête de la Ligue des Patriotes, puis avec la Fédération nationale catholique, il combat le programme anticlérical du gouvernement avec succès. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il soutient la résistance et s'oppose au régime de Vichy du maréchal Pétain. Il ne verra pas la libération puisqu'il s'éteint en mars 1944 dans l'oubli le plus total. Fort heureusement, des travaux récents ont permis de sortir de l'ombre la vie et l'œuvre de ce grand général français, d'une intelligence remarquable, d'un sens tactique hors du commun et d'une authenticité qui faisait le bonheur et la fierté de ces hommes. Je vous recommande le livre de Benoît Chenu sur le général de Castelnau et aussi son article très complet sur le site Hérodote si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et quant à moi, eh bien, si ce modeste épisode a pu permettre à certains de découvrir ce grand général, ce général exemplaire, alors ma mission est accomplie. Merci à tous et à mardi prochain.